Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire un point sur les marchés parce que depuis quelques jours on a une augmentation assez forte des tensions, on l'a vu à la fois au Japon mais aussi aux États-Unis, donc je voulais faire un point avec vous aujourd'hui là-dessus. On commence avec le Japon. Donc le Topix, c'est l'indice principal des actions japonaises. Et donc là, vous voyez ici sur ce graphique, eh bien, l'évolution de cet indice lors de la dernière séance, c'est-à-dire vendredi. Et donc l'indice a perdu 6,1% en une seule journée. C'est quand même assez impressionnant. On n'avait pas connu ça depuis la crise du Covid. Et si on cumule sur les variations sur 2 jours, on n'avait pas vu ce type de variation depuis la dernière grande crise financière. Donc c'est quand même assez significatif. Alors je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Il faut prendre un petit peu de recul. D'abord parler de la monnaie japonaise, donc le yen. J'en parle, donc ici vous voyez une alerte que j'avais envoyée aux abonnés de ma newsletter, c'était fin avril dernier. Donc ce qui se passe sur le yen depuis quelque temps, c'est que on est face à une monnaie qui est fortement sous-évaluée par rapport aux autres grandes monnaies mondiales. Donc là, ce que je disais dans cette alerte que j'avais envoyée fin avril, c'est qu'effectivement, on avait une sous-valorisation vraiment énorme de la monnaie japonaise. Je disais à l'époque environ 40%. Et donc pour cette raison, d'ailleurs, j'avais intégré le yen dans le portefeuille que j'ai construit dans cette lettre que j'envoie à mes abonnés. Voilà, donc c'est ce que j'indique ici. Alors je vous montre à quelle époque ça s'est passé. Donc là, on va regarder l'euro par rapport au yen japonais. Donc vous voyez que c'était à ce moment-là, à peu près où ce taux de change était à 169 entre l'euro et le yen japonais. Le yen a continué encore à se déprécier après, alors surtout courant du mois de fin juin, début juillet. Et puis là, depuis quelques semaines, on a de nouveau une hausse très très forte du yen par rapport à l'euro, mais aussi par rapport au dollar américain. Donc ça, c'est la partie que vous voyez ici. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de la monnaie? En fait, on a une dévaluation régulière. Alors, la monnaie japonaise, c'est une monnaie euh, qui est plutôt assez volatile si on regarde les choses sur le très long terme. Donc, ces derniers temps, elle avait tendance à se dévaluer progressivement. La banque donc du Japon, la banque centrale du Japon, cherchait par différents moyens justement de freiner cette dévaluation. Elle est beaucoup intervenue sur les marchés en achetant la devise, en essayant de vendre du dollar et d'acheter du yen. Ça lui coûtait beaucoup d'argent et en fait ça marchait pas. Donc ce qu'elle a fait, alors ça s'est un peu réduit depuis, donc bien sûr, à partir du 10 juillet, là, on a eu de nouveau une hausse du yen. Et aussi ce qui s'est passé assez récemment, c'est que la Banque du Japon eh bien, a décidé de relever ses taux d'intérêt. Donc là, vous le voyez ici, ça a été fait le 31 juillet. Alors, ils restent toujours très faibles, hein, les taux au Japon. Ils étaient à 0,1% et ils sont passés à 0,25%. Et en fait, les marchés ne s'attendaient pas vraiment à une hausse des taux au Japon aussitôt, enfin aussi rapidement. Voilà, donc ça a surpris pas mal les investisseurs au Japon. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les derniers indicateurs économiques là-bas au Japon sont pas forcément très bons. Alors, je vous montre ici, ça c'est la croissance du PIB au Japon. Et donc, sur le dernier trimestre, le premier trimestre de l'année 2024, hein, en fait, c'est passé en négatif, hein. Il y a une diminution du PIB par rapport au même trimestre l'année précédente. Et donc j'ai vérifié, il y a même eu une révision il n'y a pas très longtemps, hein, à la baisse de la croissance économique. Donc en rythme annuel, le Japon, donc ils étaient en décroissance de 2,9% sur le premier trimestre de l'année. Donc c'est pas des chiffres économiques très bons. Et en fait, dans ce genre de situation, d'habitude, on s'attend plutôt à ce que la Banque centrale baisse les taux pour stimuler l'économie. Mais en fait, là, c'est l'inverse qui a été fait. Et donc forcément, ça a surpris les marchés. Et c'est notamment ce qui a déclenché donc
la baisse très forte du marché action au Japon. Alors pour les personnes qui ont des actifs au Japon, que ce soit du yen ou alors des actions cotées au Japon, alors si vous regardez les actions, typiquement elles baissent, mais effectivement vous êtes dans une situation où la monnaie se renchérit par rapport à l'euro. Si votre devise de référence c'est l'euro. Donc au final, vous avez quand même enfin, ça s'équilibre dans une certaine mesure. Moi, personnellement, en plus, j'ai aussi un petit peu d'yen dans mon portefeuille, donc qui est en train de se renchérir par rapport à l'euro. Donc là aussi, ben, ça permet de gagner au sein d'un portefeuille. Après, la question, c'est est-ce que concrètement pour le pays, c'est une bonne ou une mauvaise chose qui est un ajustement eh bien, à la hausse de sa monnaie? Alors c'est un pays qui est très exportateur, hein, donc il bénéficie depuis quelque temps beaucoup hein, de cette dévaluation. Alors on le voit, on va le regarder ici sur le taux de change, donc ça fait quand même un moment. C'était à peu près, je vais le mettre sur une longue durée, depuis, on va dire, depuis à peu près le milieu ou le début de l'année 2022, que vraiment la dévaluation a commencé à apparaître et se renforcer sur le yen. Pour être clair, au niveau actuel, donc là par exemple par rapport à l'euro, on est à 160, on est encore loin d'être à une parité de pouvoir d'achat avec l'euro ou même avec le dollar américain. Donc il y a encore globalement une sous-valorisation très forte de la devise. Ça veut dire que le pays, au Japon, continue à bénéficier hein, d'un avantage compétitif par rapport à d'autres pays donc pour vendre ses biens. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand votre monnaie, comme au Japon, est très faible, mais que vous n'êtes, d'un point de vue énergétique, vous êtes assez dépendant de l'étranger, ce qui est le cas du Japon, ils achètent beaucoup d'énergie à l'étranger, eh bien, le fait d'avoir une monnaie très faible, ça vous avantage au niveau des exportations, mais ça vous désavantage au niveau de vos coûts, notamment au coût de l'énergie. Donc, voilà, ça, c'était aussi un désavantage d'avoir cette monnaie extrêmement sous-évaluée. Pour conclure sur le marché japonais, ces derniers événements ne changent pas personnellement ma stratégie. Je pense qu'il était inéluctable que la Banque centrale commence à remonter ses taux. Elle l'a fait, c'est vrai, un petit peu plus vite que prévu, mais c'était à mon avis inéluctable pour arrêter hein, la baisse de cette monnaie. Alors ensuite, au niveau des positions que j'ai, personnellement, donc j'ai à la fois un peu de devises et des actions. Les actions baissent, mais c'est compensé par la hausse de la monnaie. Et en plus de ça, je suis aussi un peu protégé par les devises que j'ai, par le yen que j'ai acheté. Et après, au niveau des résultats des sociétés que je possède personnellement, moi je suis plutôt sur les small et mid cap. Les derniers résultats des sociétés restent encore plutôt très bon. Donc je ne vais pas changer ma position. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir des idées de sociétés cotées au Japon dans lesquelles vous pouvez investir, eh bien allez voir ma newsletter. Le lien est juste en dessous de la vidéo. On passe maintenant aux États-Unis. Là aussi, on a pu constater lors des dernières séances une augmentation assez forte des tensions. L'indice qu'on regarde d'habitude pour mesurer cela, c'est le VIX, hein, ce qu'on appelle l'indice de la peur qui représente la volatilité sur les marchés. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que de nouveau, il a dépassé les 20. Donc là, vous voyez sur 5 ans sur ce graphique, vous voyez on commence à rentrer dans une zone qui est un peu élevée sur cet indice, hein. Donc ça veut dire il commence à y avoir des tensions un peu fortes. Et on va dire qu'elle pourrait devenir très forte si on dépassait les 30 au niveau de cet indice. Et donc ce qu'on a pu constater au niveau du S&P 500, donc là c'est sur la dernière séance, on a eu une baisse de 1,8 et sur 5 jours on est à moins 2,5. Alors c'est vrai que si on regarde les choses sur le plus long terme, hein, c'est encore pas grand-chose hein, en termes de baisse pour cet indice. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi eh bien, on a ce regain de tension hein, sur les marchés américains.
Eh bien, c'est parce qu'on a eu des statistiques qui sont sorties au niveau de l'emploi. Donc à la fois, eh bien, on a eu donc les nouveaux emplois créés qui ont été significativement inférieurs à ce qui était prévu par le consensus, donc 114 000 par rapport à 175 000 qui était attendu. Et par ailleurs, on a le taux de chômage qui augmente plus vite que prévu, donc on est à 4,3%, alors qu'on s'attendait à avoir seulement 4,1%. Voilà, donc c'est ces deux statistiques qui sont assez mauvaises. Et donc, alors, l'autre point important, c'est que, et c'est l'indicateur que je trouve assez intéressant à suivre, qui est le taux de chômage comparé aux périodes de récession. Donc là, on est sur le site Fred qui permet de voir ce type de statistiques sur le très long terme, là depuis les années 1950. Donc les périodes grises, hein, c'est les périodes de récession. Et donc vous voyez que à chaque fois, systématiquement, hein, quand on rentre en récession, on a bien sûr, au moment où on rentre, un début d'accélération du taux de chômage, d'augmentation du taux de chômage. C'est vraiment systématique. Donc vous voyez ici, hein, lors des dernières récessions, c'est vraiment systématique. Et là aussi, donc si on exclut hein, bien sûr la période Covid qui est ici, mais eh bien, on a la même figure hein, qui est en train de se créer de hausse du taux de chômage. Et cette hausse, elle a déjà commencé quand même hein, depuis fin 2023, donc ça fait plus de 6 mois hein, qu'elle s'est enclenchée. Et pour l'instant, eh bien, on n'a toujours pas de récession, mais voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que c'est un indicateur assez fort, avancé, de eh bien, déclenchement d'une période de récession. Ce qu'on voit aussi sur ce graphique qui est intéressant, c'est que la période actuelle, encore une fois, si on exclut hein, le Covid au milieu, c'est une des périodes les plus longues qu'on observe sans avoir de récession, en fait. Là, ça fait maintenant 15 ans, hein, c'était 2009, la dernière fois qu'on était en récession aux États-Unis. Et donc, voilà, il paraîtrait pas aberrant de penser que on rentre dans les trimestres prochains de nouveau en récession. Euh, voilà, l'économie, elle fonctionne par cycle et c'est assez normal d'avoir régulièrement des phases de récession et il semble qu'on se rapproche d'une phase de récession aux États-Unis. Alors l'autre indicateur que je voulais vous donner, c'est l'indicateur donc de Warren Buffett. En fait, c'est une nouvelle hein, qui a été publiée très récemment. On a appris que eh bien, Warren Buffett, via sa société Berkshire Hathaway, a vendu approximativement 50% de la position qu'il avait sur l'action Apple. Donc l'action Apple, c'était une énorme position, hein, de très très loin la plus grosse position qu'avait Warren Buffett dans son portefeuille. Voilà, donc il a vendu environ 50% récemment, hein, 50% de cette position. Donc c'est quand même aussi, je pense, un indicateur assez fort. Alors personnellement, au niveau de mon portefeuille, je suis exposé bien sûr aux actions américaines. Je suis plutôt positionné sur les small et mid cap. De façon générale, ce qu'il faut savoir, c'est que les niveaux de valorisation aux États-Unis eh bien, restent quand même très élevés par rapport à la plupart des autres pays développés, hein. En tout cas, au sein des pays développés, je pense que c'est le pays encore où les ratios de valorisation sont les plus élevés. Et donc, si jamais il y a des ajustements, le simple fait de revenir à des ratios de valorisation moyens vraiment historiques, eh bien, ça déclencherait des mouvements quand même à la baisse assez forts. Donc, je pense qu'il faut, voilà, il faut faire attention à ça, surtout si vous êtes sur des grandes capitalisations américaines. Voilà, et donc, si vous voulez en savoir plus sur justement les positions que j'ai aux États-Unis, mais aussi les positions que j'ai sur des small et mid cap dans d'autres pays dans le monde, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma newsletter. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez bien à mettre un pouce vers le haut et aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!